Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Secrets d'Aigues-Mortes. Cette semaine, je vous propose de suivre ensemble les périples du roi Saint-Louis, figure emblématique de la ville d'Aigues-Mortes puisqu'il en fut le fondateur. C'est d'ici que le roi choisit de lancer deux des expéditions militaires les plus importantes de son règne, la 7e et la 8e croisade. Deux expéditions qui lui permirent, 27 ans après sa mort, d'être canonisé, faisant ainsi de lui le seul saint parmi les rois de France. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui aux tours et remparts d'Aigues-Mortes afin de suivre cette aventure exceptionnelle qui marqua l'histoire de France. Nous voici maintenant sur la porte de la Marine, ainsi nommée car elle donnait autrefois sur le port de la ville. C'est de ce port que le roi Louis IX lança son expédition en Égypte en 1248. Mais pour bien comprendre, il faut commencer par le début de cette histoire. C'est en 1226 que le jeune Louis IX, âgé de seulement 12 ans, devient roi de France. C'est le début d'un règne qui durera 43 ans. Jusqu'à sa majorité, c'est sa mère, la reine Blanche de Castille, qui assure la régence. Inspiré par la très stricte éducation religieuse imposée par sa mère, mais aussi par les exploits de son grand-père, le roi Philippe Auguste, qui participa en personne à la 3e croisade, il n'est pas surprenant que Louis IX ait lui aussi voulu inscrire son nom dans la grande histoire des croisades. Or, il se trouve qu'en 1244, le roi tombe malade. On le croit aux portes de la mort. Il fait alors un vœu à Dieu. S'il guérit, il partira combattre en Terre Sainte pour défendre la religion chrétienne. Quelque temps plus tard, le miracle se produit. Le roi est guéri. C'est donc décidé, il partira en croisade. Il faut maintenant organiser son départ pour ce qui sera la 7e croisade. La première décision importante que doit prendre le roi est celle du port d'embarquement. Et pour cela, il décide de choisir le tout nouveau port d'Aigues-Mortes dont il avait ordonné la construction en 1240. Le port ne se trouve pas au bord de la mer, mais dans les terres, au milieu des marais. Il est relié à la ville par des canaux qui se chargent ensuite de rejoindre la mer. En 1248, le roi, la reine et leur armée se réunissent donc autour d'Aigues-Mortes. Des quantités considérables de matières premières sont amenées jusqu'à la ville pour ravitailler l'armée. Pour ne pas vexer les Montpelliérains et leur faire accepter la concurrence de ce nouveau port, le roi leur accorde des privilèges, comme par exemple la suppression de tous les péages sur la route des Cévennes. Mais il lui faut aussi trouver des navires pour amener ses soldats jusqu'en Terre Sainte. Une partie de ces bateaux sont achetés, mais la plupart sont loués à des marchands génois ou vénitiens. Ces bateaux de commerce partent donc chargés de soldats qu'ils déposent en Terre Sainte avant de continuer leur route en Orient pour commercer. Ils reviennent ensuite en Occident chargés de marchandises. Mais Louis IX doit également trouver des alliés pour mener à bien sa croisade. Il obtient le soutien du pape et de l'empereur Frédéric II du Saint-Empire. Mais ces soutiens ne sont que de façade. En réalité, Frédéric II, qui ne supporte pas Louis IX, s'empresse d'aller prévenir ses alliés musulmans de l'attaque imminente des Français. De son côté, le pape détourne une partie de l'argent levé par l'Église pour la croisade afin de l'utiliser dans son propre conflit personnel avec Frédéric II. En Espagne, les rois de Castille et d'Aragon sont occupés avec la Reconquista espagnole. Finalement, seuls quelques soldats anglais se joignent aux Français pour cette 7e croisade. Le 25 juin 1248, le roi de France et sa suite embarquent à Aigues-Mortes. On estime qu'ils sont accompagnés par un peu plus de 2500 chevaliers, autant d'écuyers, 10 000 fantassins et 5 000 arbalétriers, soit à peu près 25 000 hommes et 8 000 chevaux. Pour le transport, 38 grands vaisseaux sont prévus et des centaines de petites embarcations. Le roi met le cap sur l'Égypte et plus particulièrement la ville de Damiette, qui tombe aux mains des croisés le 5 juin 1249. Cette victoire laisse penser au roi que sa croisade est bénie par Dieu et sera un succès. Mais en réalité, la croisade tourne mal dans les mois qui suivent. L'armée est frappée par les maladies comme la dysenterie, le typhus ou encore le scorbut. Arrivé à Mansoura, l'armée est très affaiblie, mais les chevaliers français se lancent dans une charge héroïque le 9 février 1250. Jean de Joinville, compagnon du roi, écrit que le roi vint avec son corps de bataille, à grands cris et à grand bruit de trompettes et de timbales. Jamais je ne vis si beau chevalier, car il paraissait au-dessus de tous ces gens les dépassant des épaules, un aume doré sur la tête, une épée d'Allemagne à la main. Ce fut un très beau fait d'armes, car nul n'y tirait de l'arc ni de l'arbalète, mais c'était un combat à la masse et à l'épée. Et oui, à l'époque, pour la chevalerie française, il n'y a pas de plus beau combat que celui qui se fait au corps à corps, épée contre épée. Mais aussi brave que fut cette charge, elle n'en reste pas moins la raison de la défaite de l'armée française. Pendant la bataille, le frère du roi, Robert d'Artois, se jeta sans réfléchir à la poursuite d'un groupe de Sarrasins qui semblait battre en retraite. C'était en fait un piège et le frère du roi se fit massacrer. De son côté, Louis IX ne prit pas la peine de surveiller le Nil pour protéger ses arrières et ravitailler son armée.
Le 6 avril 1250, l'armée française, épuisée et encerclée, est vaincue. Le roi et une grande partie de ses chevaliers sont capturés. Tous les blessés et les malades sont exécutés par le sultan d'Égypte. Avec le roi prisonnier, c'est donc sa femme, la reine Marguerite de Provence, qui se retrouve à la tête de la croisade. En un mois, elle parvient à réunir la somme énorme de 200 000 livres pour payer la rançon et libérer son mari. Alors, une fois libéré, on pourrait s'attendre à ce que Louis IX décide de rentrer en France. Eh bien, pas du tout. Il restera 4 ans de plus en Terre Sainte, jusqu'à ce qu'il apprenne en 1253 la mort de sa mère Blanche de Castille et se décide enfin à rentrer dans son royaume. Son retour ne se fait pas par aigues-mortes, mais par hier. Arrivé à Paris le 7 septembre 1254, c'est un roi accablé qui se présente devant la foule. Le chroniqueur Matthieu de Paris écrit « Le roi de France, l'esprit et le visage consternés, ne voulut accepter aucune consolation. Ni la musique, ni les paroles plaisantes ou consolantes ne purent le faire rire ou lui faire plaisir. Les yeux baissés, poussant de fréquents soupirs, il pensait en imagination à sa capture et à la confusion générale de la chrétienté qu'elle avait entraînée. » Le roi est déçu de l'échec de la 7e croisade. Dans les années qui suivent, il devient de plus en plus austère et s'occupe à réformer le royaume et en chasser toutes les pratiques qui ne correspondent pas à sa morale chrétienne. Ce n'est que 16 ans plus tard, en 1270, que Louis décide de retenter sa chance en Terre Sainte avec la 8e croisade. Cette fois-ci, il vise Tunis. Comme la première fois, il fait d'Aigues-Mortes son point de départ. Le 1er juillet, il embarque donc sur la Montjoie qui le conduit au port de la Goulette, aux portes de Tunis, le 17 juillet. De nouveau, la dysenterie et le typhus frappent l'armée. Le fils du roi, Jean Tristan, qui accompagne son père, en est victime et meurt le 3 août. À cette nouvelle, Louis IX, lui-même frappé par le scorbut, s'alite et s'affaiblit de plus en plus jusqu'à mourir le 25 août sans avoir combattu. La 8e croisade est un nouvel échec. Il faut maintenant décider que faire du corps du roi. Son fils, Philippe III le Hardi, le nouveau roi de France, mais pas encore couronné, aimerait ramener le corps de son père en France pour le faire enterrer à Saint-Denis. Mais on ne transporte pas un cadavre comme ça, surtout sur une si longue distance. De son côté, le frère du roi, Charles d'Anjou, roi de Sicile, aimerait ramener le corps de son frère dans son royaume. L'île est juste à côté, le voyage sera court, et la dynastie qu'il a fondée en Sicile gagnerait énormément de prestige si le corps de son frère était enterré dans son royaume. Finalement, on finit par trouver un compromis entre les deux rois. Philippe ramènera les ossements de son père en France. De son côté, Charles emmènera les entrailles de son frère en Sicile. Pour cela, on plonge le corps du roi dans un grand bain de vin et d'épices que l'on porte à ébullition. Les chairs se détachent ainsi facilement des os et chacun des deux rois peut récupérer sa part du corps du roi défunt. Il faut attendre 27 ans pour qu'en 1298, le pape Boniface VIII décide de canoniser le roi. Louis IX devient alors saint. Son petit-fils, Philippe IV le Bel, fait donc déterrer une partie de ses os qui sont transformés en reliques et envoyés dans les royaumes chrétiens à travers l'Europe. C'est fini pour aujourd'hui, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Secrets d'Aigues-Mortes.